Ok, donc ça marche. Bon, écoutez, voilà, désolée pour ce souci au démarrage. Alors, eh bien, aujourd'hui, je souhaitais vous parler donc de la densité nutritionnelle. Dans le premier épisode, on a vu ensemble la chronobiologie nutritionnelle et la fabrication des neurotransmetteurs de notre cerveau en temps réel en fonction de notre assiette. Dans le second épisode, on a vu donc les gras et notamment les gras oméga 3 qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre immunité, mais aussi notre psychisme et le bon fonctionnement cérébral. Et aujourd'hui, je souhaitais donc aborder avec vous la question de la densité nutritionnelle. Alors, la densité nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu la même idée que la densité de population au kilomètre carré. C'est-à-dire que on va chercher à avoir une alimentation qui est très dense et qui est la plus dense possible. C'est-à-dire que pour une même assiette ou pour un même apport calorique, on va tenter d'avoir un maximum de nutriments. Donc, les nutriments, eh bien, ce sont les vitamines, ce sont les minéraux, ce sont les antioxydants. On va voir ensemble dans cet épisode quels sont les aliments qui sont les plus denses et comment on peut les mettre dans notre assiette. Pour commencer, je voulais vous parler du pain. Puisque nous sommes en France, le pain fait donc partie intégrante de notre culture et de notre alimentation. Alors le pain, eh bien, au fil des années, il s'est appauvri en nutriments. Pourquoi? Eh bien parce que on a utilisé des farines de plus en plus raffinées, de plus en plus pures, mais simplement, au passage, on a perdu beaucoup de nutriments. Alors, comment savoir si la farine que vous utilisez est riche en nutriments ou pas? Eh bien, il faut pour cela regarder l'indice de raffinage de la farine. Sur le paquet de farine que vous avez chez vous, vous pouvez regarder en bas à droite, il y a une petite mention certainement qui vous dira T45 ou T55. Eh bien, cet indice-là, c'est l'indice de raffinage le plus bas qui existe, ou plutôt, disons, ce chiffre qui est bas indique un raffinage fort et important, élevé. Donc, on peut faire du pain avec de la farine T45 et T55. On obtient la baguette, par exemple, le pain de mie, et puis l'immense majorité des pains blancs qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés ou chez le boulanger. On peut faire des pains qui sont de plus en plus complets avec des farines de plus en plus complètes. Et donc, on va trouver des farines avec un indice de raffinage T60, T80, T110, T130 et jusqu'à T150. Bien. Donc, vous voyez que le chemin est long entre la T45 et la T50. Vous multipliez par 4 les apports nutritionnels pour la même tartine, pour la même tranche de pain. Donc, vous comprenez bien que si vous roulez au pain blanc, eh bien, votre organisme, il va rouler comme il peut avec les nutriments qu'il trouve dans cette farine raffinée. Mais que si vous roulez au pain intégral, le pain intégral, c'est le nom qu'on donne au pain qui est fabriqué avec de la farine T150, eh bien, vous proposez à votre organisme 4 fois plus de nutriments. Donc, tout simplement, il va mieux faire son boulot et il va soutenir votre santé, soutenir votre organisme. Alors, merci à tous pour votre patience pour le démarrage tout à l'heure qui était sans son. N'hésitez pas au fil du live à me poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse clarifier certaines choses si elles ne sont pas claires et en tous les cas répondre à vos questions. Donc voilà un petit peu pour le pain. L'idéal, c'est donc d'aller vers un pain véritablement complet, un pain intégral. Et ce pain intégral, dans l'immense majorité des cas, vous n'allez le trouver que dans les enseignes bio.
Pourquoi? Bien, je ne sais pas. Tout simplement parce que la demande n'est sans doute pas encore assez forte pour que les artisans boulangers en proposent. Ils vont tous proposer, les boulangers, un pain complet, dit complet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'appellation qui contrôle le degré, le type de raffinage de la farine. Et donc, bien souvent, en tout cas en région parisienne, le pain complet du boulanger, il va être fait avec de la farine T60. Et donc, vous voyez que T60 est encore bien près de la T45 et encore très loin de la T150. Donc, je vous encourage pour votre pain à aller l'acheter dans les magasins bio. Et vous verrez qu'il y a une gamme large et importante qu'on trouve non seulement du pain intégral à la T150, mais bien souvent, on trouve aussi beaucoup d'intermédiaires avec des pains à la T110, des pains à la T80. Et donc ça, c'est des vrais bons produits qui peuvent nous aider à changer nos habitudes progressivement. Eh bien, Paul, voilà, tu devances mon explication. Tu demandes pourquoi le pain complet a un goût de punition en bouche. Eh bien, je pense que dans ta bouche, le pain complet a un goût de punition parce que tu n'es pas habitué à manger du pain complet. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que le pain, il y a, 3 générations, il était complet et c'était, voilà, le standard. Et dans des temps passés, le pain blanc était le pain des riches et le pain noir était le pain des pauvres. Malheureusement, on est tous passés au pain blanc et notre goût s'est habitué au pain blanc. C'est quelque chose qui est complètement logique sur le plan un petit peu intellectuel et de l'évolution, c'est-à-dire qu'on est allé vers quelque chose de plus pur, de plus raffiné, mais en fait, on a perdu beaucoup de nutriments au passage. Donc, pour en revenir à nos pains dans les magasins bio, eh bien, c'est là où, Paul, ça peut t'aider à progressivement t'habituer. Et donc, c'est vrai que quand on est habitué à manger une baguette blanche de chez son boulanger, bien fraîche et bien croustillante, on a bien du mal du jour au lendemain à passer à mon fameux pain intégral du magasin bio. Donc, c'est là où il faut être malin, trouver des astuces pour voilà, naviguer progressivement et puis tout doucement habituer son goût. Donc, le pain à la T80, eh ben, c'est déjà mieux que le pain à la T45 et ça peut être une très bonne étape. Mais si, Paul, tu peux ensuite passer au pain à la T110, eh ben, tu gagnes encore un petit peu au passage. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce pain complet, ce pain intégral à la T150, il va avoir un index glycémique qui est beaucoup plus faible que le pain blanc. Alors, l'index glycémique, je l'aborderai en détail la prochaine fois, donc je vais pas voilà, l'expliquer longuement aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que un pain intégral qui a un index glycémique bas va être beaucoup plus rassasiant qu'un pain blanc à la T45. Tout simplement parce que le pain blanc va vous faire monter la glycémie très vite et très haut, en fait, comme du sucre, comme un produit sucré. Et quand la glycémie redescend, elle redescend très vite et très bas, et donc là, vous allez avoir très faim rapidement et vous allez vous tourner à nouveau vers du grignotage où vous allez avoir besoin de vous mettre à table très vite et vous allez manger en plus grande quantité. Donc, vous voyez, il y a deux avantages colossaux à passer sur du pain vraiment complet, du pain intégral. L'avantage de la densité nutritionnelle, donc vous donnez à votre organisme beaucoup plus de nutriments, hein, et entre T45 et T150, vous multipliez par 4 les apports nutritionnels. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et en plus, vous allez voir que vous êtes mieux rassasié plus longtemps et que du coup, vous êtes plus en forme très concrètement, c'est-à-dire que quand vous mettez dans votre petit déjeuner le matin un œuf bleu blanc cœur et 2 tranches de pain intégral,
vous allez voir que la matinée, elle passe tranquille et facile, et que vous arrivez à l'heure du déjeuner, vous allez avoir faim, mais vous n'allez pas être fébrile et prêt à vous jeter sur la nourriture parce que votre glycémie est très basse. Voilà, ce double avantage du pain intégral. Je reviendrai la semaine prochaine vraiment bien sur cette notion d'index glycémique et ça fera d'autant plus sens pour vous. Oui, Maria, on peut donner du pain intégral et du pain complet à des enfants en bas âge. Ça pose aucun problème. L'intestin, en fait, s'habitue. Donc, ça vaut pour les enfants et pour les adultes. Si on est habitué au pain blanc et qu'on passe d'un coup au pain intégral, on peut avoir des petits désagréments intestinaux. C'est pas du tout la majorité des cas, mais puisque vous posez la question comme ça par rapport aux enfants, je l'aborde. L'intestin, si vous voulez, pour lui, c'est beaucoup plus facile en quelque part de digérer des produits raffinés, donc il va devenir un petit peu paresseux. Maintenant, il n'y a aucun problème pour donner du pain intégral aux enfants en bas âge. Au contraire, c'est un super cadeau qu'on leur fait parce que du coup, ils s'habituent tout petits à ce goût du pain complet, du pain intégral. Et pour eux, voilà, ça va devenir le standard, tout simplement. Et puis, le jour où ils auront un morceau de baguette à la cantine ou chez des copains, ce sera jour de fête. Alors, bon, voilà, vous voyez, je pousse un petit peu loin, mais en tout cas, Maria, si chez vous, vous voulez mettre du pain intégral tous les jours, je vous encourage à le faire et à le proposer aussi à vos enfants. Alors, donc voilà un peu sur la question du pain. Donc, dans ce qui va être dense, donc on va aussi trouver beaucoup de nutriments dans les fruits et dans les légumes, et plus particulièrement dans les fruits et légumes de saison et de proximité. Donc ceux qui ont peu voyagé, plus ils ont été cueillis dans un temps qui est proche de celui où vous le mangez, et plus ils vont être denses en nutriments. Alors Maria, vous posez une autre question. Non, il n'y a pas de souci pour les reins des enfants. Franchement, aucun problème, sauf peut-être cas particulier de pathologie rénale. Il n'y a aucun souci pour le pain intégral pour les enfants, même les tout petits. Vous voyez, même un tout petit qui commence à faire ses dents, c'est 1000 fois mieux qu'il fasse ses dents sur un quignon de pain intégral plutôt que sur des biscuits soi-disant formulés pour les bébés. Qui sont en fait avec de la farine raffinée, du sucre, enfin vraiment catastrophe quoi. Donc non, vraiment, allez-y sans inquiétude. Donc les fruits et légumes les plus denses en nutriments vont être ceux qui sont de saison et qui sont de proximité, parce qu'ils ont moins voyagé, ils ont été cueillis il y a beaucoup moins longtemps, en fait, proche du moment de votre repas. Et donc là, vous gagnez en densité. Donc évitez par exemple de laisser traîner des carottes dans son frigo ou de la salade pendant une semaine. D'abord, bien souvent, ça flétrit un peu. Si ça flétrit pas, ça veut dire que c'est bourré de pesticides, donc c'est pas forcément bon signe non plus. Mais en gros, si vous voulez, à chaque jour qui passe, vous perdez un petit peu en densité nutritionnelle. Alors, en même temps, on n'est pas là tous à avoir notre petit potager et à aller cueillir notre petite carotte ou notre petite salade avant de passer à table, loin de là. Donc, chacun organise ses courses un petit peu comme il peut. Les fruits et légumes frais, c'est une vraiment bonne alternative. Si vous faites les courses une fois par semaine, c'est très bien. Si vous faites les courses plusieurs fois par semaine, c'est très bien aussi. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien, et vous voyez, chacun ajuste un petit peu comme il peut. Gardez en tête que effectivement, si on oublie des légumes dans le frigo trop longtemps, on perd un peu de densité au passage. Alors, en ce moment, c'est un peu particulier. Il est clair qu'on va pas courir les magasins pour chercher à tout prix une carotte ou un brocoli ultra frais.
on fait ses courses là où on va d'habitude, ou là où c'est possible, on fait son plein et voilà, si en ce moment les carottes restent un peu plus longtemps que d'habitude dans le frigo, c'est pas grave du tout et c'est très bien de manger des carottes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une excellente alternative avec les fruits et les légumes surgelés. Dans le processus de surgélation, on perd un petit peu de nutriments, mais ce sont des excellentes alternatives. Hein. Comme je vous le disais, il vaut mieux une carotte surgelée plutôt qu'une carotte qui est depuis 10 jours dans mon frigo. Et les légumes surgelés, ils ont vraiment cet avantage d'être très pratiques, d'être bien souvent déjà épluchés et prêts voilà, à être mis dans une poêle ou dans un cuit-vapeur pour être ensuite voilà, mangé de 1000 façons différentes, en poêlée ou en soupe. Mais donc vraiment, et ça en ce moment, ça joue à plein, n'hésitez pas à mettre plein de légumes surgelés dans votre congélateur, parce que quand vous arrivez au bout de votre panier de fruits et de légumes frais, tac, c'est les légumes surgelés qui prennent le relais et ça vous évite d'avoir à ressortir trop vite au supermarché faire vos courses. Donc, dans l'ordre de densité nutritionnelle, eh bien, on a les fruits et légumes frais, qui sont ceux qui vont contenir un maximum de nutriments, être les plus denses. Ensuite, on a les légumes et les fruits qui sont surgelés. Et ensuite, on a les légumes en conserve. Alors, donc, vous voyez la gradualité. Donc, c'est mieux de manger un légume frais qui a été cueilli depuis peu de temps plutôt que de manger un légume en boîte. Mais c'est mieux de manger un légume en boîte plutôt que de ne pas manger de légumes. Donc, vous voyez là, en fonction de vos habitudes, en fonction du temps que vous avez pour préparer votre cuisine, en fonction de votre goût et bien évidemment en fonction du contexte, et le contexte, les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment, elles sont bien spéciales et bien particulières. Donc, on s'adapte. N'hésitez pas à manger des légumes en boîte ou des légumes surgelés. Hein. Ce sont des très bonnes alternatives au frais. Alors voilà, j'espère que tout ça c'est bien clair pour vous. N'hésitez pas à continuer à poster vos questions. Une troisième famille de produits qui joue à plein sur la densité nutritionnelle de nos menus et de nos repas, eh bien, ce sont les légumes secs. Alors, les légumes secs, on les a un petit peu oubliés. Nos grands-mères, elles avaient l'habitude d'en cuisiner beaucoup. Et nous, on a un petit peu perdu l'habitude. Et c'est moins souvent dans notre quotidien. Alors, les légumes secs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les lentilles, ce sont les pois cassés, ce sont les fèves, ce sont les flageolets, ce sont les haricots rouges, blancs, noirs, ce sont les pois chiches. Tout cela sont hyper denses. Pourquoi est-ce que les légumes secs sont denses? Eh bien, ils sont denses parce que ce sont des graines. Donc ça, souvent, les enfants en maternelle font cette expérience de disposer des petites lentilles sur des cotons mouillés pour faire germer la lentille. Et donc, en fait, ils découvrent que la lentille germe et que dans cette graine, dans ce légume sec de la lentille, il y a tout le potentiel de nutriments pour faire pousser une plante. Donc, ce potentiel de nutriments, il peut faire pousser la plante si la lentille est semée, mais il peut aussi nous nourrir. Et donc, ça, c'est hyper important. Dans une assiette de lentilles, vous allez avoir 4 fois plus de nutriments que dans une assiette de pâte blanche. Et donc, vous voyez qu'on a tout intérêt à s'y mettre aussi. Alors, je vous en ai mis quelques-unes là pour vous les montrer. Alors ici, vous avez une lentille, c'est la lentille beluga. Des lentilles, il y en a plein de variétés différentes. Celles-là, elles sont très noires. Il y a la fameuse lentille verte du Puy, qui elle est française, mais qui n'a pas tout à fait le même goût. Et il y a aussi les lentilles corail, jaunes ou oranges, qui sont bien souvent cuisinées dans les currys. Alors l'avantage de la lentille corail, c'est qu'elle se cuit très rapidement, en quelques minutes avec un peu d'eau au fond de la poêle.
Pour une lentille verte du Puy ou une lentille beluga comme celle-là, il faut compter à peu près 25 minutes dans l'eau bouillante. Donc c'est comme les pâtes, simplement c'est un petit peu plus long. Donc comment on fait pour pas rester 25 minutes au-dessus de sa casserole en attendant que ça passe? On choisit une grosse casserole dans laquelle on met un grand volume d'eau qu'on porte à ébullition. Quand l'on bout, on met les lentilles dedans et on trouve sur les plaques du feu juste ce qu'il faut pour que ça bouille sans déborder. Voilà. Et vous mettez un petit minuteur à 25 minutes, vous partez vivre votre vie. Comme vous avez mis un grand volume d'eau dans une grande casserole, vous ne risquez pas que l'eau se soit évaporée pendant le temps de la cuisson et que ça brûle au fond. Voilà. Donc, on passe pas 25 minutes au-dessus de sa casserole de lentilles, on va vivre sa vie et quand ça sonne, on égoutte. Alors ça, c'est pour les lentilles. Même chose pour les pois cassés. Les pois cassés, je vous les montre ici comme ça. Donc, vous voyez, c'est des petits pois verts qui sont cassés, comme leur nom l'indique. Et donc, ceux-là, ils sont super bons en purée ou en soupe. Il y a une recette sur mon blog que vous pouvez utiliser. Alors, c'est plus souvent un plat d'hiver que d'été. Mais voilà, sachez que la purée de pois cassés, c'est un truc à la limite assez facile, assez standard, qui peut s'adapter en soupe ou en purée. Et on en trouve aussi maintenant de plus en plus tout fait dans les magasins. Donc voilà, on vérifie un petit peu la composition de l'étiquette. Mais en tout cas, si on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie de faire cuire les pois cassés soi-même, on achète la purée de pois cassés du supermarché. Donc ces deux légumes secs-là, on n'a pas besoin de les faire tremper et il y a un temps de cuisson d'environ 25 minutes qu'on peut ajuster un petit peu en fonction des variétés de lentilles ou de pois cassés. Ensuite, les autres légumes secs, eux, ils vont avoir besoin d'être trempés. Alors, vous avez ici le pois chiche. Ça, c'est du pois chiche sec. On en trouve aussi en boîte et ça, vous connaissez sûrement. Donc, l'avantage du pois chiche en boîte, c'est qu'on ouvre la boîte, on rince les pois chiches, ils sont déjà cuits et on a juste à les réchauffer pour les servir dans une préparation chaude ou à les glisser dans une salade composée. Si vous avez le courage, eh bien, vous achetez les pois chiches secs, vous les mettez à tremper la veille au soir avant de les cuisiner. Ils peuvent faire trempette comme ça pendant toute la nuit. Et puis, vous prévoyez de les cuire le lendemain, dans le courant de la journée, à un moment qui est propice. Alors, vous allez sans doute sauter au plafond. Pour les pois chiches, il faut compter un temps de cuisson d'environ 30 à 40 minutes. Là encore, ça dépend du temps de trempage et de la taille des pois chiches. Bon, alors là, ça dépend un petit peu de vos organisations, ça dépend un petit peu de la composition du foyer. Ce qu'on peut imaginer, en tout cas, si on se lance pour faire tremper des pois chiches ou d'autres légumes secs, c'est qu'on calcule, par exemple, de les faire tremper le vendredi soir avant d'aller se coucher, parce qu'on sait que le samedi matin, on est à la maison et qu'en général, on traîne un peu dans la matinée en pyjama à la maison et que on prend son petit-déj, on se dit tiens, j'ai laissé mes pois chiches à tremper et puis comme pour les lentilles, une grande casserole, un grand volume d'eau, un minuteur et puis quand ça sonne, on égoutte et on les sert au repas d'après ou quand on en a besoin. On peut les conserver plusieurs jours dans un contenant bien fermé au frigo. Donc, vous vous donnez la peine une fois de préparer des lentilles ou des pois chiches et vous pouvez en servir à plusieurs repas pendant plusieurs jours. La recette phare des pois chiches, c'est la recette du houmous. Le houmous, c'est une purée de pois chiches qui est très très bonne, qui est souvent servie à l'apéritif, qu'on peut servir sur du pain intégral, donc vous avez compris, ou par exemple avec des bâtonnets de crudité. La recette du houmous, vous la retrouverez elle aussi sur mon blog. Tac, tac, tac. Je vous montre aussi ceux-là qui sont des haricots blancs. Donc ceux-là, ils sont secs, pareil, on les fait tremper et on prévoit un bon temps de cuisson.
Et puis, il existe aussi des mélanges déjà mélangés, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, vous voyez, il y a des haricots noirs, des haricots blancs, des haricots rouges, de la lentille corail, du pois cassé. Et donc ça, c'est pas mal pour les soupes. Donc, on n'est plus tellement à la saison des soupes, mais souvenez-vous-en pour la rentrée. Vous faites tremper votre mélange. Et puis, quand vous préparez votre soupe, tac, vous les glissez dedans, vous mélangez. Soit ça fait soupe si vous voulez que ce soit très liquide, sinon vous faites un peu une purée. Et ça, je peux vous dire qu'avec une soupe de légumes et de légumes secs, vous avez calé tout le monde bien pour le dîner. Et voyez, c'est comme ça qu'on peut se faire un dîner à haute densité nutritionnelle. On fait une soupe de légumes dans laquelle on met un petit peu de lentilles ou un petit peu de pois chiches mixés, qui du coup vont passer complètement inaperçus. Et puis, on met sur une tartine de pain intégral un petit peu de foie de morue. Et voyez que c'est tout bénef, puisque on glisse les oméga 3 dont je vous parlais dans l'épisode 2 sur les bons gras. Alors voilà un petit peu donc ce troisième point de densité nutritionnelle avec les légumes secs. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à les manger, c'est les imaginer un petit peu comme des pâtes ou du riz. Hein. C'est-à-dire que les pâtes ou le riz, bon bah on rajoute une petite sauce dedans et puis ça fait l'affaire. Une poêlée de légumes avec voilà une ratatouille avec du riz ou une ratatouille avec des pâtes. Ok, c'est bon, c'est réglé, vous voyez. Et ben, on peut très bien dire, une ratatouille avec des lentilles, c'est réglé, voilà. Hein, les lentilles, ça va très bien avec la ratatouille, ça va aller très bien avec une poêlée de champignons, ça va aller très bien avec des courgettes aussi qui sont en train de revenir. Là, la saison des courgettes redémarre. Donc, si on n'a pas l'habitude d'en cuisiner, on peut, voilà, l'imaginer un petit peu comme ça et se dire, tiens, avec les pâtes, avec le riz, qu'est-ce que j'ai l'habitude de mettre j'essaye de dupliquer ma recette et de faire avec des lentilles. Une dernière chose, donc, je vous ai parlé du pain au début. Le raffinage, il vaut aussi pour les pâtes et pour le riz. Et du coup, ça, c'est très important aussi. Dans les rayons maintenant, on trouve des pâtes et du riz semi-complet et des pâtes et du riz complet. Et bien là, c'est la même chose que pour le pain. Quand vous mangez des pâtes et du riz complet, vous augmentez très nettement la densité nutritionnelle et vous faites baisser le fameux index glycémique. Donc, vous êtes rassasié pour plus longtemps. Hein. Vous allez manger une quantité de pâtes, de riz ou de pain qui est moins grande, une plus petite quantité, et vous allez être mieux rassasié et plus longtemps. Christine, vous posez la question du quinoa. Oui, le quinoa fait partie des produits qui sont intéressants. Donc, si vous l'aimez, vous pouvez tout à fait le consommer. Il va être beaucoup plus intéressant le quinoa que des pâtes blanches, par exemple, en densité. Et il va pas encore être tout à fait au niveau des légumes secs. Vous voyez, si vous voulez le situer un petit peu en termes de densité. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que dans la nutrition santé, c'est bien de varier. Donc, si vous aimez le quinoa, vous mettez du quinoa régulièrement et c'est une très bonne chose. Pour vous donner un petit peu un repère aussi par rapport aux légumes secs, l'idéal, c'est d'arriver à en glisser 3 fois par semaine. Donc, vous voyez, là, ça dépend des foyers, ça dépend des habitudes. C'est quelque chose qui était vraiment très, très courant il y a de ça 2 ou 3 générations. Tout le monde était très habitué à manger des lentilles, des pois cassés, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais vous voyez que pour obtenir une densité, une assiette optimale, on essaye d'en prendre 3 fois par semaine. J'arrive à peu près au bout des différentes choses que je voulais vous dire. Peut-être que vous avez encore des questions et je vous laisse les poser là dans les commentaires. Il me venait peut-être une autre idée, mais je crois qu'elle est repartie aussi vite qu'elle est venue.
Voilà, donc en guise de conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que pour augmenter la densité nutritionnelle de vos menus, de vos repas, allez vers du pain complet, du pain intégral. Ne perdez pas de temps à le chercher dans les supermarchés ou dans les boulangeries. C'est très rare qu'il y en ait. Donc, allez dans les magasins bio. N'hésitez pas à le commander pour être sûr d'avoir du pain intégral le jour où vous allez au magasin bio. Tout simplement, vous passez la commande. Un des employés du magasin vous note dans son petit carnet la quantité de pain intégral que vous demandez, que vous passez la chercher tel ou tel jour, et vous êtes sûr que vous l'avez. Le pain intégral, il se congèle très bien, donc vous pouvez commander plusieurs pains, les faire trancher sur place et les garder dans votre congélateur pour être sûr que vous ne serez pas en rade et ne pas être obligé de repasser au magasin bio si c'est pas à cet endroit-là que vous faites vos courses. Donc, la densité nutritionnelle, le pain complet, le pain intégral, les fruits et légumes frais de proximité et de saison, les légumes secs 3 fois par semaine, les pâtes et le riz complet. Là encore, vous pouvez faire l'étape du semi-complet pour vous habituer progressivement avec le goût. N'hésitez pas à essayer des variétés aussi différentes. Dans les pâtes, il y a des goûts et des tenues de cuisson qui sont très très différentes d'une marque à l'autre. Et puis, pensez bien aussi aux oméga 3. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez pas vu, à revoir l'épisode numéro 2 sur les oméga 3. Mais les produits bleu, blanc, cœur et les poissons gras des mers froides ont eux aussi un rôle très très important dans la densité nutritionnelle. Alors écoutez, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve vendredi prochain à la même heure, donc à 14h, pour le 4e épisode, où là, on abordera la question du sucre et de la glycémie. Donc vous voyez, c'est aussi un sujet important, mais en ayant voilà, bien entendu là, ces 3 autres épisodes, vous verrez que tout ça fait sens, tout ça est très cohérent. Et en mettant progressivement en application toutes ces petites choses, vous allez sentir rapidement, en une semaine, on peut sentir les différences. Avec un petit déjeuner avec un œuf et du pain intégral, très très vite on sent une différence. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je reste dispo pour toute question sur Facebook ou par mail. La vidéo, elle sera donc dispo sur ma page Facebook. Je la prépare aussi pour la mettre en ligne sur mon blog. Et si vous avez des amis qui ne sont pas connectés à Facebook, vous pouvez la leur partager par ce biais-là. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine, donc à 14h, pour le 4e et dernier épisode de Nutrition Soutien. Au revoir.